Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleurs. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bonjour à toutes et à tous, les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Thierry Lernon, directeur général marketing et expérience client data e-commerce chez But. Dans ce podcast, nous revenons sur ses réalisations au sein de l'entreprise But et la vision qu'il a du commerce en général. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, je vais bien, et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un podcast. Tout d'abord, je vais te poser la plus basique des questions, on va dire. Peux-tu nous retracer ton parcours professionnel et nous raconter ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui chez But ? J'ai commencé dans la vente à distance à La Redoute, il y a très longtemps, comme contrôleur de gestion sur la logistique, et puis après sur l'international. Et en 2000, donc ça commence aussi à faire longtemps, je suis parti en Suède pour 5 ans pour prendre le e-commerce et le marketing relationnel et créer le marketing relationnel chez une société sœur de Redoute qui s'appelle Elos et qui était le premier VAdiste et le premier e-commerçant scandinave d'ailleurs. J'y suis resté 5 ans, après je suis parti 3 ans faire la même chose aux États-Unis chez une autre société sœur de Redoute. Tout ça c'était Pinot Printemps Redoute, PPR qui est maintenant Kering. J'y suis resté 3 ans. Et puis j'ai passé fait un court passage, c'est Made in Design, un pure player du meuble et du luminaire de marque haut de gamme et de designer. Et ensuite 2 ans chez Virgin avant de rejoindre But en 2015. Oui, alors un parcours bien rempli, de nombreuses expériences. But, c'est une enseigne très connue en France, mais est-ce que malgré tout, tu pourrais nous pitcher le concept en quelques mots pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas But ? Oui, But, c'est le deuxième acteur du meuble et de l'équipement de la maison en France maintenant, derrière Ikea. C'est 310 magasins. Ce qui est assez particulier, c'est le réseau le plus dense de magasins sur l'équipement de la maison en France. C'est 40 millions de visites en magasin et à peu près plus du double, pratiquement 100 millions maintenant de visites online pour 1,8 milliard de chiffre d'affaires, et c'est une progression de part de marché permanente depuis 10-15 ans. Et la vente en ligne, ça représente combien en pourcentage du chiffre d'affaires global ? Et on est à peu près dans les 8% maintenant. On a pratiquement quadruplé en 4-5 ans. C'était très peu, c'était à peu près 2% il y a 5 ans. Et donc on est assez content de notre croissance e-commerce sur ces dernières années qui était en moyenne de 30% chaque année. Quel est ton poste chez But aujourd'hui et quelles sont tes missions au quotidien ? Mon premier périmètre, c'était le e-commerce et le marketing relationnel. Et depuis quelques mois, j'ai le marketing offline aussi, l'expérience client et tout ce qui est crédit et extension de garantie, services financiers. D'accord. Et comme dans beaucoup d'entreprises du retail qui ont une présence en ligne, l'omnicanalité est un point central de la stratégie. Et comment chez But, vous arrivez à complémentariser l'offre online et l'offre offline ? Mais il y a pas mal c'est déjà naturellement complémentaire entre le online et le offline parce que le site est d'abord un catalogue pour préparer son achat en magasin ou en ligne d'ailleurs. Et ce dont il faut avoir conscience, c'est que on n'est pas dans de l'achat d'impulsion. C'est des achats qui sont assez préparés et souvent en famille avec des paniers moyens élevés. Et on parle de meublants et de décoration de la maison, donc c'est des achats qui se préparent avec en moyenne entre 10 et 15 visites avant un achat, online et offline. Et le site est un très bon moyen d'étudier les prix, les modes de financement. Le crédit fait aussi partie de la décision d'achat, les modes de livraison ou de prise de possession, parce qu'on parle de produits encombrants et lourds. Et c'est aussi pas mal des achats qui se font en famille ou à deux. Donc on sent la présence de monsieur, madame qui prépare à certains moments tout ça.
Donc il y a une complémentarité très forte entre le online et le offline. À peu près les 2 tiers des visites en magasin sont précédées de visites online auparavant. Et à peu près 20% des visites online sont précédées de visites en magasin, si on se met dans l'autre sens. D'accord, ça me fait sourire parce que j'ai été dans cette situation il y a 2 mois. J'ai emménagé dans mon appartement et j'ai Mhm. acheté mon canapé chez But. Et effectivement, c'est vrai que j'allais sur le site, je regardais tout ce qui s'offrait à moi. J'ai appelé pour savoir comment ça se passait, si je faisais une commande sur Internet pour venir la chercher. Au final, j'ai fini au magasin à tester tous les canapés et j'ai quand même fini par prendre celui que j'avais repéré sur Internet. Ouais. Non, mais c'est un parcours client typique où tout est entrecroisé. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte que l'expérience soit bonne à chaque étape, que ce soit online et offline, et que tout ça soit très cohérent pour le client et simple. Je pense que ça a été cohérent pour moi et que mon expérience a été plutôt bonne parce que j'y suis retournée après pour acheter un meuble de cuisine et un tapis. Donc voilà, Bah, écoute, ma super. petite parenthèse sur mon expérience personnelle. J'ai vu aussi que du coup sur votre site, il y a également une partie marketplace. Donc comment vous gérez cela, par exemple la relation avec les vendeurs ou le choix des produits vendus, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette partie? Ouais, alors on a une marketplace depuis 6 mois maintenant. Elle a démarré en octobre. Et c'est assez récent. Et on est dans une logique très forte de recherche de complémentarité de notre offre principale, qui est une offre qui est historiquement taillée pour les magasins. Et donc on n'est pas dans la recherche de plusieurs millions de références et partir dans tous les sens. On reste sur notre cœur de positionnement, qui est l'équipement de la maison, euh, et avec une sélectivité assez forte en termes de qualité des produits et de qualité des vendeurs. Euh, donc tout ça, ça nous amène à construire une offre qui est plutôt en quelques centaines de milliers de références et pas en millions de références comme les grosses plateformes que sont Cdiscount ou Amazon. Sélectif sur la qualité, sélectif sur les types, les familles de produits et bien centré sur notre cœur de métier. Ok, donc privilégier la qualité à la quantité. Ouais, tout à fait. On va parler un peu de ce que tu as fait au sein de But depuis maintenant 5 ans, si je compte bien. Ouais. De quelle réalisation es-tu le plus fier et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avec les étapes clés pour cette réalisation? Mais il y en a en fait pas mal parce que But, c'est une grosse PME, c'est une marque et un seul pays. Et du coup, ça permet pas mal d'agilité. C'est une boîte qui a beaucoup de force et qui est aussi en modernisation permanente, avec des grosses avenues, des gros morceaux qui ont besoin d'être modernisés et qui sont des vrais leviers. Et donc, une des choses dont je suis fier, c'est la modernisation globale de But avec tous les gens du siège et des magasins. Et il s'est passé beaucoup de choses. Une autre, euh, une autre vraie avancée, ça a été la création et le développement du marketing relationnel, qui n'existait pas du tout chez But, et qui fait maintenant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel. Et c'est pratiquement 2% du chiffre de l'enseigne. C'est du vrai additionnel mesuré avec un groupe témoin de 200 000 clients qui ne reçoivent pas les programmes relationnels. C'est une cinquantaine de scénarios automatiques qui tournent tous les jours à partir des comportements clients. Euh, et c'est un moyen de continuer à discuter avec le client une fois qu'il a quitté le magasin. Donc c'est très efficace, c'est plutôt perçu par les clients comme un service que comme du marketing invasif. Et c'est très concret dans leur expérience d'achat, qui est souvent en mode projet, qui est souvent autour d'une pièce. On joue beaucoup sur ça, sur le fait que quand il y a un premier achat dans une pièce, très souvent le deuxième et le troisième achat concernent des produits de la même pièce. Et donc c'est du vrai bon marketing qui rend service au client et qui fait du vrai chiffre additionnel avec peu de démarques. C'est plutôt, on joue sur le fait qu'on répond bien aux besoins du client à chaud. Et donc tout ça est très sain. Et je crois qu'on peut être fier de ce bloc-là qui n'existait pas du tout il y a 5 ans. C'est une de nos fiertés. Quels résultats vous avez pu observer grâce à ce projet de marketing relationnel? Quel retour de la part des clients?
On le voit clairement à travers les taux de réponse, les taux d'achat qu'on a sur certaines séquences, sur certains scénarios. On voit jusqu'à 7-8% de transfo. Et donc des gens qui reçoivent une séquence de marketing relationnel ciblée et qui, dans 8% des cas, achètent en magasin ou en ligne. On monitore tout en étant agnostique des canaux. Et donc 8%, c'est un taux d'engagement phénoménal pour ce genre de programme. Et puis en tout, pratiquement 50 millions d'euros d'additionnel. Donc c'est qu'on répond bien à des besoins clients en leur proposant des offres de produits ciblés à chaud à partir des données qu'on collecte et de leurs achats précédents. Alors, c'est vrai. Alors là, du coup, j'ai remonté mes mails un petit peu pour voir. Et c'est vrai que juste après avoir acheté mon canapé, j'ai reçu un mail avec des idées de meubles TV, table basse, lampe pour le salon, etc. Voilà, c'est typiquement un des programmes qui tourne très bien et c'était pas des propositions au hasard, c'était en fonction de ton historique de navigation, en fonction de tes achats, en fonction des produits achetés et aussi en fonction des disponibilités stock des magasins proches de toi. Et donc là, on est en plein dans de la vraie omnicanalité du digital où on collecte des données en ligne, on collecte des données d'achat en magasin, on tient compte de ta proximité physique par rapport à un magasin. Oui, vous me proposez en bas mon magasin le plus proche de chez moi. Voilà. Et les produits qui t'ont été poussés sont des produits qui étaient disponibles en stock, donc que tu pouvais voir et toucher, que tu pouvais essayer, et que tu pouvais aussi retirer en 2 heures ou te faire livrer rapidement à partir du magasin proche. Donc là, c'est un très bon exemple pour voir qu'on utilise tous les points de contact online et offline pour proposer aux clients une expérience qui est vraiment omnicanale et qui s'appuie encore une fois sur les deux canaux et sur tous les points de contact. C'est ça. Bon exemple. Alors maintenant, concernant plus les tendances du marketing en général, selon toi, c'est quoi les grandes tendances du marketing qui se dessinent pour la décennie à venir? Comment va évoluer le commerce en général, à ton avis? Alors, est-ce que le client va encore devenir plus exigeant qu'il ne l'est déjà? Et ouais, alors je parlerais plutôt de commerce que de marketing, puisque ça regroupe plus de phénomènes, mais je crois que le client va continuer à devenir de plus en plus exigeant. Amazon et certains gros pure players éduquent les clients à des niveaux de service et à des niveaux d'exigence qui sont très élevés. Et donc le niveau d'exigence ne va pas baisser, il va monter. Le service est de plus en plus imbriqué aux produits. Et dans nos catégories de produits, c'est très vrai, puisqu'il y a toujours cette problématique de comment je prends possession de mon lave-linge ou de mon matelas sommier ou de ma superbe commode. Comment je la finance. Et tout ça, les clients veulent des choses qui soient très fiables, des promesses qu'on tient dans 100% des cas, une information très fluide, et ils veulent avoir le choix de services de livraison soit rapides, sur mesure, quitte à y payer le prix, soit très peu cher. Donc il faut couvrir toute la gamme des services de livraison ou de retrait, par exemple. Je crois qu'il y a un autre phénomène de fond aussi qui est l'élargissement de la largeur d'offres. Les marketplaces sont en train de bouleverser complètement le retail. Le e-commerce avait déjà commencé il y a 10-15 ans, mais retailers historiques qui avaient des assortiments à 10 ou 20 ou 30 000 pièces se retrouvent maintenant avec des sites et des acteurs qui sont en millions et qui donnent accès directement aux fournisseurs, aux producteurs, qui leur donnent accès au marché et aux clients finaux. Et donc on est en train de se retrouver dans une espèce de continuum très très large où les offres produits sont très facilement accessibles à un niveau mondial pratiquement. Et du coup, il faut que les retailers arrivent à tirer leur épingle du jeu en étant sans doute sélecteurs dans le bon sens du terme, en simplifiant l'offre, mais tout en utilisant bien cet accès aux produits qui est beaucoup plus grand qu'avant. Si on prend l'exemple de Bus, c'était à peu près 11 000 références actives. Maintenant, avec la marketplace, on est en train de passer à 200 ou 300 000. C'est un bon exemple de complément fort d'offres
qui renforce l'expertise d'un retailer comme but, tout en noyant pas le client en millions de références, ce qui, à mon avis, va aussi devenir de plus en plus un sujet. Le côté sélecteur, enfin, c'est bien beau d'avoir des offres produits en millions de références, et c'est bien beau d'utiliser l'intelligence artificielle ou des algorithmes pour cibler et pour simplifier le choix du client, mais avoir une offre bien taillée à la base et simple, mais en même temps large, c'est quand même le métier de base d'un retailer. Et l'autre changement fondamental, c'est que les retailers sont en train d'apprendre à faire du service de façon la plus parfaite possible, en tenant toutes leurs promesses et en ayant beaucoup de promesses. Je crois que c'est ça les modifications qui vont continuer à s'accentuer et qui sont devant nous. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que ce que tu viens de dire là sur les Entre autres. marketplaces avec des choix, des millions presque de choix, c'est vrai qu'on a tendance à s'y perdre facilement. Ouais, ouais, ouais. Du coup, face à ces tendances, quels vont être les objectifs de but à plus ou moins long terme, donc que ce soit en termes d'innovation, d'expérience client ou encore plus renforcer du coup le marketing relationnel ou plus de produits ou rester dans cet aspect de plus de qualité mais pas forcément de quantité? Ben non, mais c'est à peu près tous les points que tu viens de lister. Ok. C'est apprendre à utiliser une offre plus large que permet la marketplace, et qui est très complémentaire du savoir-faire et du cœur d'offre historique, qui n'était que de 11 000 références à peu près, ce qui est relativement peu. Mhm. Donc ça, c'est un premier bloc. L'autre gros bloc, qui en fait est l'enjeu qui nous consomme le plus d'énergie et qui est un vrai levier, c'est d'améliorer l'expérience client au niveau logistique et au niveau service de livraison et service de retrait. On a encore beaucoup de chemin à faire sur la qualité de la promesse qu'on fait en termes de date de livraison ou de date de disponibilité produit. Et quand un client a un problème, ben on n'est pas encore les rois du monde en termes de service client et d'interaction entre la marque et le client. Et donc il y a beaucoup de chantiers qui sont engagés là-dessus. Et c'est un vrai levier quand on est un acteur historique qui est légitime et plutôt bon en offre produit sur son marché et bien positionné en prix, ce qui est le cas de but. Mais on a tout à gagner à avoir un service client qui soit au standard du marché, voire au-dessus. Donc c'est un de nos gros axes. Et, et si on parle de marketing, bah oui, le marketing relationnel devient un vrai complément du marketing de masse ou du marketing non ciblé. Et le digital, globalement, permet de plus en plus de faire du ciblé en complément ou au lieu du non ciblé, qui sont essentiellement les dépliants chez But. Voilà. D'accord. Bah, de beaux projets en perspective. Tu seras présent au One to One Monaco, du coup, du 17 au 19 mars. Ouais. Pourquoi être présent sur ce salon? Ouais, j'y serai. J'y suis pratiquement à peu près 2 années sur 3 depuis 7-8 ans. Mais parce que c'est un très bon forum pour rencontrer ses pairs. Ça, c'est un gros point. Et aussi pour rencontrer, puisque c'est un des soubassements du one-to-one aussi, pour rencontrer de façon concentrée et efficace de nouveaux acteurs et de nouvelles idées. Et moi, c'est ça mes deux points essentiels, c'est discuter avec le réseau des e-commerçants divers et variés, et avec des acteurs techniques nouveaux et toucher de l'innovation de façon très efficace en 1 ou 2 jours. Ok, et quel est ton rôle sur ce salon? Je suis depuis peu jury du comité de sélection des partenaires et des gens qui sont présents. Et là aussi, c'est un plaisir de passer en revue tous les nouveaux acteurs et de discuter de sujets e-commerce ou marketing qui sont permanents avec des pairs et avec les grands retailers ou les grands acteurs à titre individuel du e-commerce en France ou de l'omnicanal. Tu nous disais que ça faisait 7-8 ans que tu te rendais tous les 2 ou 3 ans au One to One Monaco. Et qu'as-tu retiré des précédentes éditions et qu'attends-tu de cette édition 2020 qui sera les 10 ans du salon? Bah, de bonnes rencontres essentiellement et de bonnes discussions. Continuer comme chaque fois à confronter les points de vue, à savoir qui est en train d'innover sur quoi,
détecter rapidement les bons partenaires au sens large du terme. Notre métier de patron de e-commerce ou d'omnicanal, c'est une moitié de gestion du changement et l'autre moitié, c'est l'assemblage de partenaires qui en général restent pas bons sur leur sujet pendant 10 ou 15 ans. Donc il faut être capable de les renouveler. Il y a aussi de nouvelles techniques qui émergent ou de nouveaux assemblages de techniques. Donc il faut être en permanence en veille. C'est l'autre moitié de notre boulot de détecter les bons partenaires et les bonnes approches pour pouvoir les assembler sur nos plateformes et dans notre système retail. Donc de bonnes rencontres avec mes pairs, de bonnes discussions et de bonnes découvertes de partenaires. C'est ça que j'attends. Génial. Moi, j'ai une dernière question qui est plus à titre personnel. Toi, en tant que consommateur, quelle a été ta meilleure expérience client ou avec quel commerçant apprécies-tu le plus la relation que tu entretiens avec et pourquoi? J'achète pas mal chez Leroy Merlin en ce moment. Mhm. Et je trouve qu'ils sont vraiment très bons sur tous les aspects, en magasin comme en ligne. Le service client, si jamais il y a un problème, répond rapidement. Enfin, donc tout ça est bien fait et assez agréable. Et sinon, il y a une histoire de commerce et de consommateurs que je raconte depuis des années, qui était avec Amazon quand je vivais aux États-Unis. J'avais pris Amazon Prime quand ils l'ont lancé pour essayer. Et en fait, je m'en suis pas servi la première année. J'avais dû payer ça, je sais plus, $39 ou quelque chose comme ça. Et à la fin de l'année d'abonnement, ils m'ont envoyé un email en me disant qu'ils avaient constaté que je m'étais pas servi du service et que donc ils m'ont remboursé les $39. Et j'ai trouvé ça super efficace, super agréable. Et à tel point que ça devait être il y a une dizaine d'années, j'en parle encore très régulièrement. Ça, c'est du vrai commerce et de la vraie relation client. Ils étaient capables de le détecter, ils étaient capables d'agir dessus, ils étaient capables d'abandonner leurs $39. Et ça, c'est en partie avec ce genre d'approche qu'on construit des relations de long terme. Tout à fait. Et ils t'avaient proposé quelque chose en échange, une autre offre plus adaptée à tes besoins ou... Non, ils m'ont juste dit, on a vu que vous en étiez pas servi, on vous vire sur votre carte de crédit initiale les $39 et on espère que vous utiliserez le service le jour où vous en avez besoin. Merci du coup pour tout ce que tu viens de nous partager. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on vient de se dire ou une actualité à partager? Mais non, Audrey, on s'est déjà dit beaucoup de choses, hein, donc C'est vrai, à bientôt à Monaco pour One to One, peut-être. ça marche. Bah oui, à bientôt et merci encore pour cette interview. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce Nation.